17 avril 2025, ouest du Yémen. Une console radar Houthi affichait une signature thermique. Rapid, bruyant et silencieux. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un drone. Une interception ordinaire. 2 missiles. SIAD furent armés, verrouillés et lancés. Cette nuit-là, cependant, ils se fixèrent sur autre chose qu'un drone, un Spirit B-2. L'épée invisible de l'US Air Force. Même les systèmes de suivi les plus sophistiqués sont incapables de détecter cette aile volante aux angles réfléchissants. Lorsqu'un bombardier B-2 veut se faire remarquer, on ne le voit pas. Ce soir-là, ce ne fut pas le cas. Les missiles brûlaient dans le ciel. Cependant, le B-2 disparut avant même que les ogives ne puissent s'élever. Pas retiré, pas frappé, juste parti. Le Spirit continuait de naviguer tandis que les Houthis peinaient à comprendre ce qui venait de se passer. Silencieux, fluide, et à mi-chemin de l'océan Indien. Il fournissait déjà au Diego Garcia des données de reconnaissance en temps réel. Le monde n'était pas préparé aux représailles qui allaient résulter de ce que le B-2 avait vu et relaté ce soir-là. Ce dispositif de frappe était atypique. Il ne s'agissait ni d'un destroyer tirant des coups de semonce, ni d'un essaim de drone sur Racissa. Il a servi de catalyseur à ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des frappes aériennes les plus meurtrières, stratégiques et chirurgicales de l'histoire militaire américaine récente. Vous avez pu constater le résultat si vous avez lu nos analyses de l'attentat de Ras Issa. Mais ceci n'est qu'un début. Les Houthis ont tiré sur le mauvais avion, ce qui était leur plus grande erreur. D+. La réponse était non seulement précise, mais aussi très précise. Les opérateurs Houthis ont été pris de court dès que les missiles SIAD ont quitté leur trajectoire de lancement. Ils pensaient de viser un avion américain après avoir suivi la trajectoire et verrouillé la zone de tir. Un spectacle typique au-dessus des côtes yéménites est celui du drone MQ-9 Reaper. Ils ignoraient qu'il ne s'agissait pas d'une plateforme abandonnée, à la recherche oisive de Pix Radar. Ils étaient surveillés par ce bombardier furtif End Mission Active. Le B-2 Spirit avait pénétré l'espace aérien de la mer Rouge dans un silence total, volant haut dans les airs. Conçu pour dévier les ondes électromagnétiques et recouvert de matériaux absorbant les radars. Il était quasiment indétectable par les systèmes de détection traditionnels en raison de sa surface radar, plus petite que celle d'un oiseau. Il était conçu pour être oublié, et non pas seulement pour passer inaperçu. Pourtant, quelque chose avait sonné. Un bref éclair sur le radar, quoi qu'il en soit. Les Houthis avaient l'occasion de tirer, et ils l'ont saisi. Aux alentours d'Al-Hodeida, 2 missiles solaires ont été tirés dans l'obscurité depuis un emplacement secret de missiles solaires creusé à flanc de montagne. Les récepteurs de menaces à bord du B-2 ont émis un léger sifflement. Déjà en plein vol, le pilote a utilisé des contre-mesures et une manœuvre de protection. Le bombardier n'avait pas besoin de courir ni de piquer. Il laissait simplement sa furtivité faire son travail, c'est-à-dire disparaître. Les missiles n'étaient plus verrouillés. Rien, ni contact, ni détonation. Pourtant, les capteurs du B-2 ont capturé chaque instant vecteur de lancement, trajectoire du missile, empreintes infrarouges et, surtout, les coordonnées exactes du site de lancement. Les données ont été transmises directement à un canal de mission en direct à Diego Garcia. Les analystes ont détecté les empreintes thermiques d'autres équipements à proximité, ont scanné la topographie environnante et ont indiqué le lieu d'origine en quelques secondes. La menace que le bombardier venait de détecter n'était pas unique. Il appartenait à un réseau de lancement mobile. Alors que les Houthis se déplaçaient frénétiquement, les États-Unis, un profil télémétrique complet de l'emplacement avait été établi par l'armée de l'air. C'est à ce moment-là que les choses ont changé. Un avion, même aussi sophistiqué qu'un B-2, termine généralement sa mission, télécharge les données après le vol, puis laisse le commandement au sol s'occuper du reste. Cependant, cette soirée était unique. Le Spirit offrait bien plus qu'une simple reconnaissance. Il était entièrement équipé, avec une série de JDAM conçus pour des cibles souterraines renforcées, de gros pénétrateurs d'artillerie et de GBU-57. Le commandement avait déjà le choix et n'avait pas besoin de plusieurs heures pour l'atteindre. L'attaque du B-2 fut considérée comme un acte d'hostilité directe. L'ordre, une punition immédiate. Et la riposte du B-2 ne fait pas grand bruit. Il n'y a ni avertissement ni escalade. Les traceurs n'illuminent pas le ciel. Ils arrivent par surprise, en silence et avec précision. Le B-2 a changé de cap à haute altitude, masqué par les nuages et la courbure.
Le commandement a transmis un nouveau profil de frappe. L'avion s'est incliné de quelques degrés vers le sud. Cependant, ce léger ajustement a suffi à amener sa charge utile à portée de frappe idéale du site Houthi. Le Spirit enregistra ses coordonnées GPS et se prépara à larguer ses obus, tandis que les rebelles au sol continuaient de scruter l'horizon à la recherche d'une confirmation visuelle. La première paire de JDAM sortit silencieusement. Ils percutèrent un centre d'équipement dissimulé sous un bunker camouflé à moins d'1 mètre de leur objectif, après avoir subi une force gravitationnelle et effectué une correction en plein vol. L'explosion s'est produite instantanément. Le flanc de la colline a été illuminé par des explosions secondaires. C'était un cratère qui avait servi de point de lancement. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Ce que les services de renseignement avaient identifié comme un abri souterrain protégé, contenant probablement des munitions ou du personnel de commandement, fut la cible de 2 autres bombes. L'opération fut menée à bien par des pénétrateurs de 2,60 kg. Moins de 15 minutes s'étaient écoulées entre le premier tir des Houthis et la dernière explosion. Du lancement optimiste à la destruction totale en 15 minutes. Et le B-2? Il avait déjà disparu. Invisible. Intouchable. Objectif atteint. Ascension vers l'ouest. La présence du B-2 au-dessus du Yémen avait une raison d'être. Lorsque les bombardements de surface se révélaient insuffisants, il était déployé pour une capacité de frappe en profondeur. Cet avion n'est pas en première ligne. Ce levier est stratégique. Et on sait qu'un événement majeur se prépare quand il bouge. Et pourtant, il continue de surprendre ses ennemis en 2025. Car le Spirit continue de fonctionner comme un fantôme après des décennies d'amélioration, de défense et de révolution radar. L'ensemble des réseaux de défense aérienne a été incapable de le suivre. Par conséquent, le choix des Houthis de tirer sur cette zone était non seulement risqué, mais aussi imprudent. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils visaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils fomentaient. D+. Ils ignoraient que leur attaque infructueuse allait déclencher un flot de données si précises que les forces américaines pourraient lancer des missions de suivi avec une précision extrême. Car cette nuit-là, le B-2 fit bien plus que larguer des bombes. Le champ de bataille était peint. Il a enregistré des images thermiques, localisé des points de transmission, identifié des dépôts d'approvisionnement et transmis les données en temps réel au centre d'opération conjoint. Les analystes américains ont pu observer en temps réel le rythme des activités des Houthis, tout en restant indétectables. Les Hornets qui rugissent vers les côtes yéménites sont équipés de missiles AGM-88 HARM et de missiles JDAM GBU-38. La campagne n'a pas duré longtemps. La tempête a duré 6 minutes. La position prévue par le B-2 pour les cibles initiales était parfaitement correcte. Les 2 missiles SIAD ont été lancés par la même batterie SAM. Largués d'une altitude quasi stratosphérique, les bombes de précision ont percé le béton et les couches de camouflage. Des débris et un incendie se sont déclarés sur place. Une seconde explosion a prouvé que des bombes étaient dissimulées en dessous. Les bombardiers ont néanmoins poursuivi leur mission. Ensuite, il y avait un nœud de communication caché à 2 kilomètres au sud, jusqu'à ce que le B-2 l'éclaire. Il était resté silencieux pendant des semaines. Il avait été rayé de la carte par un chasseur de bunker. Ras Issa fut frappé par les chasseurs Truman alors que les bombardiers traçaient les objectifs difficiles. C'était plus qu'un port. C'était une artère importante. Carburant, Argent, Mobilité. Les Houthis pensaient que les États-Unis n'interviendraient pas. Trop civilisés, trop dangereux. Ils se trompaient. Le brouillage des Growlers a masqué les empreintes radar des premiers soupeurs. Hornets alors qu'ils survolaient de la mer Rouge à basse altitude à 01h17h locale. Ils ont largué une cargaison de JDAM sur des passages souterrains et des amas de réservoirs de carburant. Plusieurs explosions secondaires ont ravagé la partie nord du terminal en moins de 30 secondes. Les images thermiques ont révélé une réaction en chaîne classique. Les zones chaudes s'enflammant les unes après les autres. Le terminal ressemblait à un canyon de flammes à l'arrivée de la deuxième vague. Mais les choses ne s'arrêtèrent pas là. Un destroyer de classe Arleigh Burke ouvrit ses cellules VLS au large. 2 missiles de croisière Tomahawk survolèrent de l'océan à basse altitude après avoir été tirés vers le haut. Où vont-ils? Des informations indiquaient qu'un transfert d'armes avait lieu dans une installation camouflée en dépôt de pétrole à la périphérie sud de Ras Issa. Le bâtiment a été immédiatement touché par un missile.
L'autre a fait s'effondrer le mur rocheux qui le surplombait et s'est enfoui dans ce qui semblait être l'ouverture d'un tunnel. La durée totale de l'attaque? Moins de 6 minutes. Toutes les cibles ont-elles été touchées? 17. Et les Houthis? Stupéfaits. En pleine transmission. Les radios se sont tus. Les radars ont été mis hors service. Des véhicules fuyant vers l'intérieur des terres, souvent sans fer, étaient invisibles sur les images infrarouges. Certaines de leurs portes restent ouvertes. Aucune contre-attaque. Aucun signe de réponse coordonnée. Les archives de la mission sont revenues du Pentagone. Les dommages collatéraux sont limités à la zone de destruction spécifiée. Aucune victime américaine. Tous les objectifs principaux ont été atteints. Cependant, ce qui a rendu cette mission historique n'était pas la dévastation. C'en était la cause. Car une erreur, tirée sur ce qu'ils croyaient être un drone lent, avait déchaîné toute la puissance de la doctrine américaine de guerre de précision, de l'armement embarqué et de l'aviation furtive. Il s'agit d'une politique, pas de représailles. L'objectif n'était pas de détruire un site de lancement. Il s'agissait de rappeler à tous les participants, de Moscou à l'Iran, que les États-Unis n'avaient pas besoin de provocations répétées. Le message a été délivré avec force. Hold it fort. Les Houthis ont également pris conscience d'une dure réalité. Ils n'ont pas simplement abattu un bombardier. Ils ont laissé entrer quelque chose qu'ils ne pouvaient contrôler. La fumée de Ras Issa était visible depuis l'espace à l'aube. Les empreintes thermiques de ce qui avait été un terminal de carburant pulsaient à travers les satellites infrarouges. C'était désormais une cicatrice sur la côte de la mer Rouge, carbonisée, fracturée et encore fumante. Le silence régnait sur le territoire Houthi, trop silencieux. À la fin du programme Alpha, le trafic radio local était quasiment inexistant. Les conversations restantes étaient dispersées et inquiètes. Le contact avec le commandement central fut perdu, selon plusieurs soldats. D'autres ne sont pas revenus. Des individus dispersés, courant à pied et quittant des convois, ont été détectés par des capteurs au sol. Cependant, aucune déclaration officielle de représailles ni déclaration publique n'a été faite. Rien que de la fumée et du silence. Les Houthis étaient conscients de ce qui se passait. Ils ont simplement sous-estimé la rapidité de la réponse américaine et l'ampleur inattendue de son impact. Ras Issa était un point mort stratégique depuis des années. Le terminal est resté intact même au plus fort des bombardements menés par l'Arabie saoudite. Le choix de frapper Ras Issa n'a pas été fait au hasard. Il ne s'agissait pas seulement d'essence ou de représailles. L'enjeu était l'influence. Le pétrole n'était pas la seule marchandise stockée au terminal. Il a financé le développement de drones, alimenté la logistique et servi de plateforme de communication cryptée dans tout l'ouest du Yémen. Pendant des mois, les services de renseignement américains ont suivi son ascension, plaidant en faveur de son utilisation comme plateforme militaire plutôt que comme infrastructure. Lorsqu'un B-2 a été la cible de tir, cette désignation est passée de théorique à ciblée, et la réglementation a suivi. Les marchés pétroliers ont basculé dans les 24 heures qui ont suivi l'attaque. Partout dans le monde, les analystes de la défense se sont empressés de comprendre ce qui venait de se passer. Les États-Unis étaient-ils allés trop loin? Ou Washington avait-il été contraint par les Houthis? Les messages internes des Houthis sur des canaux cryptés ont révélé bien plus que de la panique. Ils ont affiché leur perplexité, leurs questions récurrentes concernant des systèmes radars manquants, des questions concernant des transmissions GPS brouillées. Des rumeurs d'agression en ligne circulaient. Plus aucun officier ne demandait de réponse au quartier général. Ils ignoraient qu'une attaque de représailles avait été rendue possible grâce aux données du B-2. Tout un système de communication avait été détruit. Il n'y avait plus de relais clés. Les nœuds de commande étaient hors service. Avant même qu'elles puissent être déplacées, les unités de lancement mobile ont explosé. À Ras Issa, ce n'était pas seulement le carburant qui brûlait. Le problème était la cadence. Rhythm. Le sentiment d'autorité. Le monde attendait une réponse des États-Unis. Mais rien ne se fit. Pas de conférence de presse. Pas d'annonce à vous faire battre le cœur. Quai de la vidéo. Imagée de terre brûlée depuis l'espace. Carts thermiques. Comparaison entre avant et après. Et un fait fondamental, un changement s'est produit. Les Houthis ne croyaient plus que leur système SAM pouvait tirer sans conséquence. Le message était bien plus incisif pour leurs partisans. Si l'on dissimule ces activités derrière des biens civils, ces biens sont vulnérables aux attaques.
Il s'agissait de bien plus qu'une simple réaction à une provocation. C'était un changement de philosophie. La guerre est entrée dans une nouvelle phase où les bombardiers furtifs chassent plutôt qu'ils ne restent en attente, où les cibles sont des ports servant de trésors de guerre. Là où l'immobilité d'un écran radar pendant 6 minutes pourrait indiquer que la prochaine frappe est déjà en route. Les cratères laissés par le 17 avril ne furent pas les seuls effets de l'événement. L'ensemble du plateau de jeu changea de forme. Et ensuite, les Houthis n'étaient plus les seuls à pouvoir agir. L'attaque du 17 avril était un classique du vocabulaire militaire. Exact, proper, décisif. Mais ce n'était pas seulement l'exécution qui le rendait unique. Cela a transmis un message non seulement aux Houthis, mais à tous les acteurs qui surveillent de près la zone. Jusque-là, les États-Unis avaient maintenu une position essentiellement défensive en mer Rouge. Des drones survolaient les eaux. Les canaux de navigation étaient surveillés par des destroyers. Les menaces étaient suivies, enregistrées et parfois traitées avec des réactions minimales. Il s'agissait de normes d'engagement rigoureuses et mesurées. L'attaque de Ras Issa a été particulièrement perturbatrice en raison de cette posture. Car cette fois, les États-Unis n'ont pas simplement réagi à la provocation. Le scénario a été bouleversé. Il a fallu plus que de simples coups puissants pour déployer un bombardier B-2, le summum de la furtivité américaine. Il s'agissait d'une question d'intention. Nous ne jouons plus au rythme que vous avez imposé. C'est ce genre d'intention. Les Houthis s'étaient habitués à fonctionner dans la zone grise, tout comme leurs alliés à Téhéran, Damas et ailleurs. Les drones sont lancés depuis des zones civiles. Les armes sont dissimulées dans des bâtiments et des postes de commandement sont placés sous des installations qui manipulent du pétrole. Ces stratégies reposaient sur un seul principe. Les États-Unis ne prendraient pas le risque de frapper des cibles humaines ou économiques proches. Cependant, cette prémisse a été anéantie lors d'une seule mission. Ras Issa fut redéfinie plutôt que simplement anéantie. Elle devint désormais un objectif militaire légitime et non plus un simple port. Cette catégorisation s'accompagna d'une nouvelle doctrine. C'est une question à se poser si cela aide la machine de guerre. Pour Washington, il s'agissait d'une clarification plutôt que d'une escalade. L'attaque a démontré aux alliés, aux ennemis et à ceux qui hésitent encore que les bombardiers furtifs ne sont pas réservés aux conflits théoriques. Ils sont vigilants, actifs et autorisés à intervenir en cas de provocation. En quelques minutes, et non en quelques heures ou jours, le champ de bataille a subi une transformation psychologique en plus d'une transformation physique. Et c'est là la véritable victoire. Car les bombes et les missiles ne sont pas les seules armes utilisées au combat. On les utilise avec assurance, timing et maîtrise du coup suivant. Et celui qui observe d'en haut passera à l'action après le 17 avril. Invisible, silencieux, est déjà presque chez lui. Le silence règne à nouveau dans le ciel yéménite. Mais c'est une pause plutôt qu'un calme. Un changement fondamental s'est produit lorsque la fumée de Ras Issa s'est dissipée et que les signaux ont cessé d'être entendus. Non seulement dans la tactique ou le terrain, mais aussi dans le ton. Les États-Unis ont déclaré sans équivoque que la réglementation avait changé. Sur un B-2, on ne peut pas simplement tirer et partir. On ne peut pas prétendre que c'est interdit et se cacher derrière les infrastructures. Nous intervenons immédiatement si vous touchez aux actifs américains. Non seulement ce tir de missile raté a manqué sa cible, mais il a changé le cours des événements. Ce qui avait commencé comme une mission de reconnaissance approfondie menée par un avion furtif s'est transformé en une démonstration de combat contemporain. Sans fared. De 6 minutes. Préventif. Stratégique et implacable. Il repose sur les données, la précision et une doctrine qui n'est plus réactive. Un niveau de danger inédit est désormais associé à chaque radar qui émet des impulsions excessives, à chaque convoi qui dévie trop loin et à chaque antenne qui s'élève là où elle ne devrait pas. Non seulement ils étaient surveillés, mais ils étaient complètement détruits avant même que quiconque puisse comprendre ce qui s'était passé. C'est ce qui fait la réputation du 17 avril. Et c'est pour cette raison que ce récit était important. Dites-nous dans les commentaires quel a été, selon vous, le véritable tournant. Était-ce l'échec du lancement des Houthis, la décision des États-Unis d'attaquer Ras Issa, ou même le simple fait que le B-2 soit arrivé? Et n'hésitez pas à rejoindre la flotte si vous souhaitez aller plus loin et apporter une aide directe à la chaîne. En plus de nous aider à découvrir des histoires navales plus authentiques, vous recevrez des réponses prioritaires et des badges de fidélité.
Pour nous rejoindre, cliquez sur le bouton « Rejoindre » sur la page de notre chaîne. Restez vigilants et prudents jusqu'à la prochaine fois. Parfois, c'est le combat dont on n'est pas témoin qui change les règles.